Bonjour, merci d'être avec nous ici sur Campagne TV en direct du Salon de l'Agriculture en un dimanche quasi printanier. Il fait très beau sur Paris aujourd'hui, je ne sais pas le temps qu'il fait chez vous, mais pour l'instant tout se passe bien ici, il y a du monde, de l'affluence et je dois dire que la vie est plutôt belle dans ce salon. Alors aujourd'hui et pendant une heure, on va parler du bio. Mais qu'est-ce que c'est que le bio? Quand on pense bio, à quoi on pense? Est-ce qu'on pense à des bobos? Est-ce qu'on pense à un produit plus cher? Est-ce que c'est un produit de meilleure qualité? Pour vous en parler, j'ai 4 spécialistes autour de ces deux tables qui me font face, en l'occurrence Claude Gruffat, je vais commencer par vous. Vous êtes le président de Biocop. Bonjour Claude, prenez votre micro. Bonjour. Merci, bienvenue d'être avec nous. Bienvenue et merci d'être avec nous dans ce salon de l'agriculture. À vos côtés, il y a Franck Bardet. Vous êtes, vous, responsable de la filière animale chez Biocop, c'est ça? C'est-à-dire, c'est quoi votre job? Responsable des filières, donc lait, viande et poisson, tout ce qui concerne les productions animales. Mon travail, c'est le contact avec tous les partenaires de la production, les producteurs, les transformateurs. Un travail de structuration de filière, un travail de prospection sur le terrain, la découverte de nouveaux produits. Serge Leheurt, vous, responsable végétal chez Biocop. Alors, ça veut dire quoi? Pour les magasins Biocop, je sélectionne les fruits, les légumes, les céréales, les grandes cultures en relation avec les producteurs, les groupements de producteurs, les transformateurs qui nous fabriquent des produits tout au long de l'année. Un boulot qui va m'intéresser, on y reviendra tout à l'heure évidemment. Et puis enfin, laissez-moi vous présenter Édouard Rousseau. Alors vous ne travaillez pas pour Biocop, quoique vous travaillez avec Biocop. Bonjour. Oui, je travaille avec Biocop puisque d'abord je suis producteur en bio et puis aussi président d'une coopérative que nous avons construite. Alors qui s'appelle la Corab. Qu'est-ce que ça veut dire Corab? Ça veut dire Coopérative Régionale d'Agriculture Biologique. Ouais. Vous êtes en Charente-Maritime? Nous sommes en Poitou-Charentes, Charente-Maritime. Et vous faites quoi? Et nous faisons principalement des grains, vous voyez, qui constituent ces produits, des grains biologiques. Et nous avons construit avec Biocop un partenariat depuis une quinzaine d'années pour construire et structurer nos filières. Alors voilà, le bio. Qu'est-ce que c'est que le bio? Dites-moi, Claude Gruffat, qu'est-ce que c'est que le bio? Le bio, c'est un mode de production de matières premières destinées à l'alimentation humaine, mais aussi à l'alimentation animale que les humains vont manger, qui répond à un cahier des charges extrêmement précis. C'est-à-dire que la façon de produire n'est pas n'importe quoi, c'est pas l'agriculture de grand-papa et c'est pas l'agriculture de la chimie. C'est un cahier des charges qui a été écrit dès les années 60, qui dit quoi en fait? Qui dit simplement que un mode d'agronomie responsable qui fasse que les terres soient préservées durablement. On a coutume de dire qu'on emprunte les terres à nos enfants, on ne l'hérite pas de nos parents, d'une part. Et puis d'autre part, les produits qui sont issus de ce mode de production sont des produits de qualité et qui sont de meilleure qualité nutritionnelle parce qu'ils ont été produits dans des conditions normal. Alors ça fait bizarre de dire normal, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été dopés. On n'a pas de PO pour l'agriculture biologique comme dans l'agriculture conventionnelle. On reste sur des méthodes qui sont juste le potentiel normal dont la nature a doté, que ce soit la vache laitière, que ce soit le blé, etc. Alors vous êtes le président de Biocop. Qu'est-ce que c'est Biocop? Biocop, c'est une coopérative d'acteurs en bio, composée de 4 familles, famille des magasins. Il y en a 340 aujourd'hui en France, 345 magasins. Il y a 11 groupements de producteurs, 100% bio eux aussi. 11 parce qu'on a le 11e qui est rentré la semaine dernière, c'est récent, qui est ProBiolor en Lorraine, un groupement de producteurs de céréales qui est venu rejoindre les 10 précédents. Tous ces groupements de producteurs représentent les 4 grands secteurs de l'agriculture. Il y a les céréales, je viens de le citer, il y a les fruits et légumes, il y a le monde de la viande et le monde du lait. Ces 11 groupements nous permettent de construire des filières dans l'ensemble des domaines de production de matières premières dont a besoin le monde de l'agroalimentaire pour faire des produits finis pour le consommateur. Qu'est-ce qui fait la différence Et je n'ai pas parlé les 2 autres familles qui composent Biocop. Il y a les associations de consommateurs et il y a les salariés qui sont associés, c'est-à-dire tous les gens qui travaillent, que ce soit dans la coopérative, dans les magasins ou dans les groupements de producteurs, qui s'associent parce qu'ils sont motivés pour porter le projet, pour porter ce qu'on fait et contribuer à la réflexion de l'avenir du projet de Biocop. Est-ce que ça part de ces projets, et c'est très positif dans ma bouche de dire ça, de ces projets baba cool des années 70, de vivre mieux et un peu différemment par rapport à une société de consommation à l'époque et encore plus vivant aujourd'hui? Alors les babacools post-68 art, en fait, c'était qui? C'est des gens qui se sont mis debout contre 2 phénomènes qui étaient en train d'arriver en Europe et en France. En agriculture,
on était en train d'industrialiser l'agriculture, dès le début des années 60 hein, d'ailleurs, qui a fait quoi? On a fait la reconversion du monde de l'armement vers l'industrie agricole, parce que faut rappeler dans quelle situation économique on était, d'une part, et là on a des paysans, des des vétérinaires, des ingénieurs agronomes, etc., qui ont dit mais ce modèle-là ne va pas pouvoir durer longtemps parce que traiter les terres avec autant de chimie, c'est pas possible. Quelque part, on va casser quelque chose. Les règles de base de l'agronomie ne sont pas ça. Et puis de l'autre côté, on avait l'arrivée de la grande distribution, des hypermarchés. Hein. C'était le début de l'avènement de la consommation qui coûtait rien, du consumérisme, du jetable, etc. Et là, on avait aussi des consommateurs, des citoyens qui disaient mais la planète inépuisable, c'est pas vrai. On ne peut pas gaspiller comme ça, c'est pas possible. Donc en fait, le monde de Biocop et une partie du monde du bio vient de ces deux fronts du refus, qui étaient des gens qui ont dit pas cette agriculture-là parce que ça va probablement pas aller loin. On le voit aujourd'hui, hein, ils étaient visionnaires, ça fait quand même près de 40 ans tout ça. Et puis le consumérisme, le jetable, etc. On voit aussi les conséquences sur la pollution, etc. aujourd'hui. Donc c'est de ce monde-là. Alors, j'aime pas quand on dit baba cool, j'aime bien quand on dit des gens qui étaient effectivement des visionnaires révolutionnaires et qui avaient déjà un peu réfléchi à... Concrètement, pour expliquer à nos téléspectateurs, comment ça marche? Comment ça marche? Comment ça marche Biocop? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'être bio, être responsable écologiquement, on y reviendra tout à l'heure, mais comment ça marche globalement? Ça marche, ça part du principe de se préoccuper d'une consommation responsable. Vous, moi, tout le monde a besoin de consommer pour subvenir à ses besoins d'alimentation, d'entretien de la maison, d'hygiène du corps, etc. tous les jours. Et cette consommation-là, on y répond comment? On y répond par quoi? Avec quelle qualité de produit? Dans quel but? Et le projet de Biocop qui est né dans les années 80 vient de cette réflexion et de cette rencontre entre des producteurs d'un côté qui faisaient de la qualité, des consommateurs qui voulaient de la qualité, et de se dire mais finalement comment on peut ensemble se construire un espèce de cahier des charges, en tout cas une vision d'un mode de consommation responsable durable et puis d'un mode de commerce différent. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est pas j'essaye d'acheter moi consommateur le moins cher possible alors que le producteur va pas pouvoir en vivre durablement. Donc on a besoin l'un de l'autre. Et la pérennité, le côté durable était déjà très important dans la relation. C'est-à-dire qu'on est dans une situation d'interdépendance positive. On a besoin l'un de l'autre. Mais le besoin, c'est pas en dépendre négativement, comme au sens où on l'entend souvent, mais c'est de se dire comment je fais en sorte que le producteur soit là longtemps, parce que du pain, je vais en avoir besoin longtemps, la farine, je vais en avoir besoin longtemps, etc. etc. Et puis après, on remonte sur les terres. Ça part de cette conception-là, de la façon de regarder le monde économique qu'on est en train de construire dans un acte de consommation et dans un acte de consommateur tous les jours. Avoir une économie que j'appelle maintenant intelligente, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on n'aille pas chercher de l'autre bout de la planète sur le dos d'un social dégradé, on va y revenir justement avec des éléments qui vont être le flamboiement d'une consommation futile, voire inutile, en tout cas gaspilleuse. Alors tout ça s'est bâti autour d'une charte et je vous propose justement d'en apprendre un peu plus avec les images qui suivent maintenant. Donc Marc Cousin, je suis éleveur de volailles en nord de Sèvres et à ce titre président de l'association Volaille Biobocage qui fédère aujourd'hui 35 éleveurs entre Vendée, de Sèvres et principalement et Maine-et-Loire. Le but de sceller une collaboration avec les Biocop pour mieux identifier la partie production et la commercialisation. La relation que nous entretenons avec Biocop nous permet une meilleure transparence de l'éleveur jusqu'au magasin Biocop. Donc c'est pour nous très important en tant qu'éleveur de savoir d'avoir la transparence du début jusqu'à la fin de la chaîne alimentaire. Je trouve, moi, c'est une façon positive de travailler aujourd'hui et encore une fois avec un éleveur responsable. Je m'appelle Franck Bardet, je suis responsable des filières animales pour le réseau Biocop depuis une vingtaine d'années. À ce titre, je travaille avec les associations de producteurs, les groupements de producteurs, les transformateurs, toutes les personnes qui en amont travaillent à la mise au point des produits bio que nous allons distribuer ensuite. Un produit bio, c'est un produit qui répond à des critères très précis qui sont définis dans le cahier des charges au sein d'une réglementation qui est européenne, donc des standards par rapport à des tailles de bâtiments,
des densités d'animaux dans les élevages, le fait de ne pas utiliser ni engrais ni produits de synthèse pour les cultures, et également le fait de limiter les traitements pour les animaux. Au-delà de ça, avoir des produits bio, ça ne suffit pas. Il nous faut aussi, pour nous, c'est notre engagement, avoir une garantie de pouvoir assurer de la pérennité dans les systèmes. Et c'est pour ça que notre édifice, notre filière se bâtit sur les principes du commerce équitable, qui fait que chaque maillon de la chaîne, chaque homme, chaque femme, chaque structure arrive à son savoir-faire au service de la filière et contribuer ainsi à la bonne réussite de la globalité pour, au final, assurer la promesse que nous faisons aux consommateurs d'un produit de qualité au meilleur prix et qui sera porteur de sens. Le fait de savoir que l'on travaille dans les cadres du commerce équitable, donc qui assure l'équité, qui assure la transparence, le commerce équitable Nord-Nord est aussi quelque chose qui se met en place dans le cadre de la relation et du respect de chacun, notamment au niveau du juste prix payé aux producteurs. Le partenariat, le dialogue permanent avec chacune de ces personnes qui composent la filière, c'est un travail passionnant puisque ce sont des hommes, des femmes de conviction et qu'on n'a pas fini encore de construire. Tous les jours, c'est remettre un peu le métier sur l'ouvrage. C'est quelque chose de passionnant quand on le sait qu'en plus, on le fait pour le plus grand nombre de consommateurs qui seront intéressés de trouver ces produits dans les magasins Biocop. C'est vraiment un travail passionnant. C'est même pas un travail. Alors plein de choses sur lesquelles on va revenir, hein, que vous avez vu dans ces images-là. Je me tourne vers vous, Édouard Rousseau. Alors vous ne travaillez pas pour Biocop, vous travaillez avec Biocop puisque vous êtes responsable de la Corab. De votre côté, je dirais, du miroir, comment ça se passe? Comment ça se passe de travailler avec Biocop? Qu'est-ce que ça implique? Ce que ça implique, en fait, déjà ce qui a été très motivant en tant que producteur, c'est d'avoir à un moment donné des distributeurs particuliers. Biocop a expliqué un peu son histoire à travers ce que disait Claude Gruffat, mais d'avoir à un moment donné une discussion à cahier ouvert, vraiment à cahier ouvert, ouais, avec les interlocuteurs qui constituent la chaîne alimentaire. C'est-à-dire qu'en fait, entre le producteur, la coopérative qui collecte les grains dans les fermes, le premier transformateur, le deuxième transformateur quelquefois, celui qui fabrique par exemple les flocons, qui fabrique le muesli, et ensuite le distributeur, d'essayer d'avoir une réflexion globale en se disant, bon voilà les besoins de nos consommateurs, voilà ce qu'ils attendent, voilà ce que nous en tant que producteurs nous sommes capables de produire, nous sommes capables de programmer avec vous, parce que vous savez que l'agriculture c'est un cycle long. Quand on produit un grain d'avoine, c'est un cycle d'anticipation, au minimum sur 12 mois. Ouais. Hein, donc quand on met une graine en terre, il faut savoir ce qu'elle va devenir. Et donc c'est important de l'anticiper avec nos partenaires. Bien sûr. Et donc si vous voulez, je pense que cette innovation qui a démarré il y a longtemps avec Biocop, puisque c'est dans ses gènes, mais qui a démarré il y a au moins 15 ans, a permis de poser vraiment les fondamentaux d'une anticipation commune, d'une organisation commune et aussi d'une économie partagée. Mais est-ce que vous êtes en train de me dire finalement qu'on tient compte des producteurs, ce qui n'est pas forcément le cas? Alors on ne va pas taper sur la grande distribution, mais quand même, est-ce qu'on tient plus compte des producteurs? Oui. Ouais. Oui, clairement. Clairement, pourquoi? Parce qu'il y a une volonté de transparence et de construction commune. Et au-delà d'un projet de produits agricoles et alimentaires, je crois que c'est aussi un vrai projet de construction d'une société écologique, écologiquement et économiquement viable, qui fait vivre les PME des territoires, qui fait vivre les fermes, qui distribue les produits sur des périmètres cohérents. Et donc c'est ça le projet, et c'est ça qui, nous, en tant que producteurs, nous motive. Tout à l'heure, Franck, je rappelle que vous êtes responsable de la filière animale chez Biocop. On vous a entendu parler de quelque chose qu'il va falloir que vous m'expliquiez, le commerce équitable Nord-Nord. Alors, moi je connaissais le Nord-Sud, c'est-à-dire avec on va dire des pays moins favorisés que nous, qu'on aide, le fameux café ou encore le chocolat. Qu'est-ce que c'est que le commerce équitable Nord-Nord? C'est à l'intérieur du pays?
Oui, c'est-à-dire que la relation qui existe et qui a été mise en place depuis déjà plusieurs années, que beaucoup de consommateurs aujourd'hui connaissent sous la dénomination donc commerce équitable Nord-Sud, qui est aujourd'hui la seule qui a la possibilité de s'exprimer. En fait, voilà, ce que nous faisons, ce commerce équitable Nord-Nord, c'est travailler ici avec des partenaires qui sont à côté de chez nous, à ce commerce équitable. Et mes collègues, notamment Serge, qui a en charge la construction de ça, pourra vous expliquer un peu plus que c'est en construction. Il faut absolument que l'on explique aux consommateurs que ce que nous faisons, c'est du commerce équitable. Et alors justement, Serge Lehert, alors vous êtes responsable végétal, comment ça fonctionne clairement? Vous pouvez me donner des exemples? Comment ça marche? Oui. Édouard a commencé à le citer tout à l'heure. Ce qu'on achète aujourd'hui, ce qu'on propose aux consommateurs aujourd'hui, ça fait partie d'un processus qui a démarré il y a 1 an, voire 2, voire 3 ans. Et donc il s'agit de produits sur lesquels on a fait un pari ensemble, les producteurs et les transformateurs, d'où notre petite marque qui s'appelle Ensemble d'ailleurs, et qui est de dire on se fait un pari sur les débouchés et sur les besoins des consommateurs. Donc nous, distributeurs, nous prenons l'engagement d'écouler à un prix qui ne soit pas cassé du marché, qui corresponde à une pérennité des producteurs. Et on s'engage sur des volumes sur l'année qui va venir. Donc c'est clair que les récoltes qui sont en cours sont déjà acquises d'un certain débouché. Mais aussi on donne une prévision sur le long terme parce que nous, notre projet, c'est de développer l'agriculture biologique. Donc on veut aussi que les groupements avec lesquels on travaille puissent accueillir de nouveaux producteurs pour que notre croissance soit accompagnée d'un développement de l'agriculture biologique dans les régions en France. Et c'est comme ça qu'on veut que l'agriculture biologique progresse. On a la même réflexion sur lorsqu'on achète du café ou du sucre dans les pays où ça se produit. Et pourquoi on n'aurait pas cette même réflexion sur le lait, les céréales, la viande, les choux-fleurs, les abricots? Il faut donner une lisibilité aux producteurs pour que l'agriculture biologique grandisse. Parlons du nerf de la guerre, Claude. C'est plus cher le bio? Le bio, c'est plus cher, mais c'est légitimement plus cher et je défends cette idée que ce soit plus cher. Pourquoi? Parce que dans l'ensemble de la chaîne de construction, et Serge vient de le dire, c'est une chaîne à valeur. Et une chaîne à valeur, elle est composée d'un, pour moi, au moins 3 ingrédients indispensables qui la composent. Il y a la responsabilité sociale, c'est-à-dire que comment on construit un produit si on va les chercher de l'autre bout de la planète sur un social où on paye le producteur ou le fabricant moins d'1 euro par jour? Est-ce qu'on est fier de consommer un produit comme ça ici? Ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième, c'est le point environnemental et la responsabilité environnementale du produit qu'on est en train d'élaborer. Là aussi, si on fait des filières en France, c'est pour avoir des chaînes courtes et un poids de CO2 dans l'assiette du consommateur qui soit le plus faible possible. Ça, c'est de la valeur. Et le troisième élément, c'est un cahier des charges techniques de production, donc le monde de la bio, là, où on veut qu'un produit soit à 100% propre. Et quand je dis propre, ça veut dire pas bactériologiquement propre, mais je veux dire que c'est quelque chose qui est sans pesticides et sans chimie de synthèse dedans. Et le monde entier de l'agroalimentaire aujourd'hui est totalement pénétré de chimie. Le monde de la bio n'en veut pas et il veut donner aux consommateurs la possibilité d'avoir un excusez-moi produit. de faire l'avocat du diable, mais c'est pas parfois un peu un vœu pieux parce que quand on est protégé sur un petit territoire et que partout autour il y a partout de la chimie, ça rentre pas un peu quand même par les côtés Il y a des risques de contamination, bah ouais. Mais oui, mais on s'en protège. On parlait de ça avec les OGM notamment. Ah, bah alors voilà un sujet intéressant, un sujet d'autant plus intéressant. Alors, sur la partie contamination par les pesticides, etc. Si on est sur un terrain en pente, il y a de la chimie en haut, de la bio en dessous, on se dit ça va couler dans le champ en bio. Donc, on aura fait un fossé pour détourner l'eau de ruissellement de manière à ce qu'elle n'aille pas dans la parcelle en bio. On va planter des haies pour protéger des vents, etc. et des contaminations chimiques éventuelles, etc. Et puis si, par accident, il y avait une contamination, on fait des contrôles tous les ans et on repère. Et s'il y a des contaminations de pesticides, les lots sont déclassés. Donc de toute façon, il n'y a pas de l'eau en bio. Mais les paysans bio ont effectivement des difficultés des fois à se faire respecter dans leur volonté de produire proprement sans pesticides. Alors venons-en aux OGM, qui est un sujet particulièrement difficile par rapport à ça, parce que les OGM, ils se transmettent par le pollen. Alors pour arrêter le pollen, les haies, ça ne suffit pas. Donc notre propos est clair, on ne veut pas d'OGM parce qu'on fait prendre un risque à l'ensemble de la société civile. Ceux qui veulent des OGM ne peuvent pas
protéger les autres d'une contamination potentielle. Donc on est dans une situation où on doit les refuser, on ne peut pas faire autrement que de devoir refuser les OGM. Et c'est tout le combat qu'on mène en ce moment, qui est d'ailleurs d'actualité aujourd'hui, alors on en parle et particulièrement ici, mais c'est un combat qui est extrêmement important et la société civile française ne doit pas baisser la garde là-dessus. Eu égard à ce qu'on entend autour de nous, d'ailleurs, et en Amérique du Nord en particulier, puisqu'on sait que celui qui produit ça vient de là-bas, la société civile américaine est en train, en ce moment, de demander un étiquetage sur les produits pour savoir s'il y a des OGM, remet en question la consommation d'OGM, etc. C'est-à-dire que la société civile américaine est en train de se concerner par le problème. Ils ont du pain sur la planche, parce que des OGM, ils en ont dans quasiment la totalité de leurs produits agroalimentaires. Je vous propose de revenir en France maintenant, et on va aller en Vendée précisément, avec justement une entreprise. Après, on parlera justement de la manière dont on fabrique du bio. Une entreprise qui fabrique des aliments 100% bio. Bonjour, je me présente Florence Mallard, je suis responsable qualité et administratif aux Aliments Mercier. Donc vous êtes dans une usine d'aliments, nous sommes situés à Beaulieu-sous-la-Roche, en Vendée, dans la région Pays de Loire. Nous sommes ancrés dans la fabrication de l'aliment du bétail depuis très longtemps, puisque c'est la génération de mon arrière-grand-père qui a construit le moulin en 1887. La génération de mes parents ont orienté l'entreprise vers l'aliment du bétail. Et progressivement, la bio s'est installée dans l'entreprise dès le début des années 70. Plus sérieusement, ça s'est développé dans les années 90. Et en 2012, notre site est devenu 100% bio. Donc nous attachons beaucoup d'importance à la qualité et à la traçabilité des matières premières. Nous privilégions les fournisseurs et les agriculteurs locaux, régionaux, en bâtissant des contrats tripartites sur plusieurs années. Pour les matières premières, on fait le choix, la préférence sur les approvisionnements plus régionaux, par exemple pour les céréales, même si ça a un coût, si c'est plus onéreux de travailler avec des matières premières plus proches, on préfère jouer la proximité pour plus de fiabilité. Urbain Renaudin, je suis aux Aliments Mercier, je suis responsable de toute la filière avicole bio. Donc mon rôle est un peu un rôle de lien entre l'éleveur, l'abattoir, Biocoop, ainsi que toute la partie couvoir et gestion de l'aliment. Alors dans notre recrutement éleveur, en fait, dès le début, premièrement, il y a un cahier des charges obligatoire. Ce cahier des charges, donc on est sur des exploitations qui sont 100% bio, avec une alimentation 100% bio, sur des bâtiments bien définis, et ensuite un lien au sol obligatoire. Donc de là, on a plutôt cherché des éleveurs qui ont un peu cette philosophie-là, où chaque maillon de la chaîne est gagnant, donc de l'éleveur à l'abattoir jusqu'au consommateur. Eh bien en fait, je leur relate un petit peu toute l'actualité de l'abattoir, ensuite des Biocoop. De là, ce sont surtout des gens très sensibles, puisque la plupart vont dans les magasins Biocoop faire leurs achats, donc sont très sensibles à la qualité de produits qu'ils vont fournir. Donc au niveau de la partie commerce équitable, les éleveurs sont parfaitement conscients que tout le monde fait un effort sur la filière et chacun doit gagner sa vie. Donc là-dessus, c'est très intéressant. Donc on leur impose certaines contraintes par rapport au lien au sol ou autre, mais de là, ils savent que leur produit sera vendu à sa juste valeur. Vous êtes en direct à nos côtés, ici, depuis le Salon de l'Agriculture, porte de Versailles, à Paris, je vous le disais, sous un soleil printanier. On parle de bio et à nos côtés, Claude Gruffat, le président de Biocoop, Serge Leheurt, responsable végétal Biocoop, Franck Bardet, vous êtes responsable de la filière animale, et puis Édouard Rousseau, vous êtes responsable Corab, c'est-à-dire vous êtes producteur, vous fabriquez des graines, on y reviendra tout à l'heure. Serge Leheurt, comment on recrute des producteurs? Comment vous faites? Quels sont les critères en réalité? Nous, on a plutôt de facilité avec les gens qui partagent le même projet, c'est-à-dire qu'on a une vision à long terme de construire et de développer la bio dans leur région. On va se placer de l'un point de vue du consommateur, donc du magasin, puisque les consommateurs fréquentent les magasins Biocoop. Ouais. Et dans les magasins Biocoop, la première chose, c'est d'acheter des produits environnants, qu'on a appelés les produits locaux. Donc tous les magasins sont invités à prendre en local tout ce qu'ils peuvent. Mais il n'y a pas tout dans toutes les régions.
Il n'y a pas d'abricot dans le nord, il n'y a pas d'endive dans le sud. Et alors comment on fait? Voilà. Parce qu'il y a cette contrainte, je lisais en préparant cette émission, des 150 km routiers autour du magasin pour les produits. Alors expliquez-moi ça. Ça, c'est le produit local du magasin. C'est-à-dire chaque magasin, dans un rayon de 150 km autour de chez lui, va aller chercher les fruits, les légumes, les produits laitiers, la viande, s'il y en a. Mais il n'y a pas tout dans toutes les régions. Donc après, la coopérative Biocop, c'est-à-dire la mutualisation des 340 magasins, fait qu'on va construire des partenariats durables avec des groupements de producteurs. Ce sont des groupements 100% bio, avec lesquels on aime plutôt travailler, parce qu'ils partagent la même vision que nous, c'est-à-dire développer la bio sur le long terme. Donc on se partage un petit peu cette vision-là. Alors il y a des produits qu'ils arrivent à produire facilement, puis il y en a d'autres où on se dit, ben là, il faudrait arriver à les produire, parce que il n'y en a plus en France, ou il n'y en a pas assez, et qu'est-ce qu'on fait? Et là, en donnant nos volumes et en indiquant qu'on est prêt à les acheter aux conditions de la production française, c'est-à-dire avec les contraintes, avec le coût de production, qui ne va pas être pour nous un frein, qui va être plutôt une juste rémunération de ce que le producteur doit avoir pour être encore là dans quelques années, hein. C'est important. Donc là, on va mettre en place, et on a fait des essais de mettre en place des productions de lentilles en France. Ben, il y a ce fameux exemple du quinoa. Les produits. Alors le quinoa. Le quinoa, c'est incroyable. Moi, je savais pas. Mais c'est un aliment. Alors, la reine des graines, c'était les Incas qui mangeaient du quinoa. Sauf qu'on n'en fait pas en France. Oui. Alors l'idée l'idée du quinoa, c'est qu'au début, on nous a proposé du quinoa de Bolivie en disant c'est chouette, vous allez faire vivre les producteurs en Bolivie. Et c'est ce qu'on a fait. On a acheté du quinoa en Bolivie. Sauf qu'on s'est aperçu que en Bolivie, ils étaient mis à développer le quinoa n'importe comment, c'est-à-dire en produisant sur des terres qui n'étaient pas prévues pour ça. Et puis ça leur a donné aussi beaucoup d'argent, et ça a créé beaucoup de disputes chez eux. Donc finalement, notre commerce ne faisait pas du bien, mais il faisait plutôt du mal. Et on s'est dit, est-ce que cette graine, elle peut se pousser en France? Donc aujourd'hui, on est en train de développer la production de quinoa en France. C'est très modeste, on n'en a pas assez encore, hein. On pourrait en acheter 3 fois ce qui est produit. Donc on est au début. Et par exemple, devant moi, il y a la graine de tournesol. C'est la même histoire. C'est vous qui l'a fabriqué, la graine de tournesol? Oui, c'est nous qui la fabriquons, qui la produisons. Quinoa, vous en faites pas en Charente? Non, on réfléchit éventuellement pour en faire, dans la mesure où c'est cohérent. Hein, effectivement, il faut aussi que dans ces pays-là, en particulier la Bolivie, à mon avis, leur filière se structure à long terme, parce que c'est aussi un souci, et je me mets à la place des agriculteurs et des coopératives d'agriculteurs là-bas, de pérenniser leur filière, parce que c'est leur produit endogène. Donc attention non plus à ne pas, je dirais, faire des mauvais copier-coller, mais pourquoi pas, si c'est cohérent, de participer à cette production de façon équilibrée. Mais il y a plein d'autres graines, vous savez, qui existent et qui sont très nutritionnelles. Il y a bien sûr la quinoa, mais vous avez aussi le millet, vous avez aussi plein de choses qui savent pousser chez nous. Là, je vois devant vous soja, flocons d'avoine, pardon. Vous êtes le roi de notre petit déjeuner, là, pour le coup. Oui, on est pas mal sur le petit déjeuner, alors avec effectivement les céréales, et puis après les légumineuses à graines, donc, qui sont des boissons végétales, alors qu'on fait en partenariat bien sûr avec les transformateurs français qui sont capables de transformer le soja en boisson végétale. Par contre, on a intégré un certain nombre de process qui permettent de faire du pois cassé, hein, enlever son enveloppe, sa pellicule, pour pouvoir tout de suite l'utiliser en purée ou en soupe. Voilà. Manger local ou consommer local, est-ce que ça veut dire qu'on doit accepter l'idée qu'il y a des produits qu'on ne mangera pas tout le temps? Alors nous, le pari qu'on fait, c'est de dire tout ce qu'on peut produire localement, on le fait. Et on incite les producteurs par la lisibilité qu'on leur apporte, par les volumes qu'on apporte, et les partenariats durables, à ce que ça puisse se faire. Après, on importe aussi des produits qui ne se produisent pas en France. Et on ne met jamais des productions lointaines en concurrence avec ce qui peut se produire dans les régions françaises. Donc on achète des agrumes en Espagne et en Italie, on achète du café au Mexique et au Costa Rica, on va acheter du sucre au Brésil, et on va acheter des bananes au Pérou, en Équateur et en République dominicaine. Alors on essaye de le faire de manière responsable, puisqu'on les fait en commerce équitable, avec donc des programmes qui visent la stabilité des prix, une prime pour le développement, puisque là-bas il n'y a pas de sécurité sociale, donc c'est important de leur apporter de l'aide par ci ou là, même si c'est quelques centimes du kilo. Et puis une lisibilité sur les volumes. Donc on construit de la même manière avec les gens qui sont proches de chez nous, qui sont dans les régions en France, et les gens qui sont plus loin. Dites-moi Claude, quand vous arrivez avec cette charte-là,
ils ne vous prennent pas pour des dingues au bout du monde parce qu'ils ne sont pas habitués sans doute à ça. Oui, bah alors dans le bon sens du terme. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, quand ils ont un opérateur qui s'engage durablement et régulièrement, c'est vertueux pour eux. Les producteurs de bananes, si on leur achète 150 containers de bananes une semaine et puis qu'on n'en achète plus pendant 3 mois, ça ne les intéresse pas. Ouais. Si on leur dit plus modestement, on en prend 3 par semaine, mais toutes les semaines, là, on voit qu'on construit quelque chose qui est totalement différent parce qu'ils ont, comme le disait Serge, une visibilité sur leur avenir économique, sur leur production, sur leur développement agricole et de production, mais sur leur développement social aussi, sur leur développement, tout ce qui va avec. C'est ça le sens profond du commerce équitable, c'est d'aller jusqu'au bout de la démarche et pas de faire des coûts de marketing en France pour faire des à-coups économiques là-bas, mais qui leur apportent rien au bout du compte. Dites-moi, Franck, pour vous, pour le recrutement, j'allais dire de la filière animale, on trouve tout partout en France ? On arrive à trouver en bio toutes les viandes, toutes les productions laitières que l'on a besoin, hein, parce que c'est quelque chose qui est développé depuis très très longtemps. Ouais. La France est, comme vous le savez, déjà un pays de production sur quasiment tout. Donc logiquement, on trouve en bio ce qu'on va trouver aussi du savoir-faire historique de l'agriculture en France. Et effectivement, toutes les viandes, tous les laits sont disponibles. Qu'est-ce que vous demandez à vos producteurs ? Parce que ça doit être un peu compliqué d'être un producteur bio. Déjà, je vais juste vous reprendre sur la sémantique. Ce ne sont pas nos producteurs. Nous n'avons pas de producteurs. Nous travaillons avec des producteurs, avec des éleveurs de tous les côtés qui sont des partenaires. Ils ne nous appartiennent pas. Par contre, ce que l'on met en commun, comme l'a dit Serge tout à l'heure, la lisibilité. On leur offre la possibilité de dire vous choisissez un modèle alternatif de production. Eh bien, nous vous accompagnons de ce côté-là parce que nous, c'est ce qui nous intéresse. Parce que les consommateurs qui viennent chez nous, c'est ça qu'ils ont envie de trouver. Alors, demander à des gens de se convertir ou les accompagner dans leur démarche, ça c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on offre cette lisibilité-là. Comme le disait Serge, on a la capacité aujourd'hui, parce que l'on connaît notre marché, on connaît les volumes que l'on fait, on a une idée un peu de notre développement, donc on est capable de dire aujourd'hui on faisait 10, demain on fera 12. On travaille globalement avec des structures collectives de producteurs donc qui ont la capacité, parce qu'ils sont en permanence sur le terrain, d'être voisins de quelqu'un qui serait intéressé par la bio, de pouvoir créer à un moment donné un accompagnement technique et aussi un accompagnement psychologique. C'est très très important. Pourquoi vous me dites psychologique ? Parce que si vous voulez, aujourd'hui, vous le savez, les consommateurs le savent, tout le monde en entend parler, le monde de l'agriculture vit quelque chose de très très compliqué à tous les niveaux. Des personnes qui ont envie de s'en sortir, tout simplement, de gagner leur vie à faire leur passion, c'est le métier de l'agriculture. Ces gens-là, quand ils sont isolés quelque part, au bout d'un moment, ils sont en faiblesse, ils fatiguent et quelque part, malheureusement, ils disparaissent. Ils disparaissent tous les jours, de toutes les façons. Le fait de pouvoir être là au sein de structures groupées, mais de vraies coopératives, et d'avoir des partenaires, des gens qui derrière sont capables de relayer les produits, sont capables de les mettre en œuvre et sont capables d'aller expliquer aux consommateurs de l'autre côté que ces produits-là, ils ont une histoire, ils ont une origine. Ce sont des hommes et des femmes tous les jours qui travaillent pour pouvoir les faire comme ça. Si on offre cette possibilité-là, on est malheureusement encore trop petit pour l'offrir à tout le monde, mais on a cette capacité régulièrement à pouvoir dire oui. Vous avez la possibilité, vous avez envie de venir vers l'agriculture biologique, nous avons la capacité progressivement de vous accompagner dans cette démarche-là, en vendant vos produits, en organisant les choses autour de vous et en vous accompagnant et en étant là parce que vous en avez besoin. Pardon de l'expression un peu facile, mais ça se bouscule au portillon pour travailler avec vous ou c'est vous qui recrutez ? Alors, comme on travaille avec des organisations collectives de producteurs, oui, il y a des endroits où régulièrement, il y a des producteurs qui viennent en disant « nous sommes intéressés, dites-nous ce qu'il faut que nous fassions pour pouvoir participer à vos groupes, pour pouvoir être là parce qu'on a envie, on a choisi ce modèle-là, mais on connaît l'agriculture, par contre tout ce qui se passe derrière, on ne sait pas. Est-ce que vous pouvez nous accompagner là-dessus ?» Alors se bousculer, c'est un bien grand mot. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans un contexte où il y a très peu de conversion, mais nous continuons à soutenir cette conversion. Par exemple, sur le litre de lait, quand on vend un litre de lait, il y a 3 centimes de ce litre de lait qui va dans une cagnotte quelque part pour aider des gens à la conversion. Alors en ce moment, il n'y en a pas assez, malheureusement, c'est grave, parce que, encore une fois, quand on dit qu'on offre une lisibilité, nous, on sait qu'il va falloir des volumes de plus en plus importants parce que le marché se développe, et en ce moment, on voit bien qu'il y a un peu d'intentisme parce qu'on n'est pas assez nombreux à faire ce genre de choses. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, Édouard, en quoi ça consiste, la conversion au bio quand on est un agriculteur normal, je vais dire ? Alors, la conversion en agriculture biologique, c'est d'abord on change de façon de produire. Donc on ne prend pas, je dirais, le sol de la même façon.
Donc on introduit déjà une plus grande diversité de plantes cultivées et on change sa chaîne, je vais dire, de mécanisation. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus la facilité de pulvériser soit des herbicides, soit des fongicides ou des insecticides. On travaille beaucoup plus en anticipation avec une beaucoup plus grande diversité végétale qui a pour objectif de développer une auto-fertilité des sols et aussi de casser les cycles des parasites. Donc on revient sur les bases de l'agronomie et on part du principe que c'est d'abord le sol qu'on doit nourrir pour ensuite nourrir la plante. Hein, c'est pas comme, je dirais aujourd'hui, où on apporte en agriculture conventionnelle juste, je dirais, les apports un petit peu comme une perfusion à la plante. Et qui contrôle ça? C'est Biocop qui... Alors non. Alors Biocop peut avoir ses propres mécanismes d'audit interne et de contrôle, mais il y a des organismes de certification qui sont accrédités par le COFRAC, donc l'État français, mais aussi par la communauté européenne, et avec des auditeurs qui viennent régulièrement dans les fermes vérifier les pratiques et s'assurer qu'elles sont bien conformes au cahier des charges. Claude, 2 questions. À chaque fois que je vais parler d'argent, je me retourne vers vous. Ça coûte cher de se convertir au bio et je crois savoir que vous aidez les producteurs. Alors en leur proposant sans doute... Ça coûte cher de se convertir en bio pour un producteur, oui, parce qu'il produit selon le cahier des charges en bio, donc il aura moins de rendement, mais il vend en conventionnel pendant 2 ans. Donc là, il y a un écart important et mécaniquement, il ne peut pas tout seul passer l'étape de cette conversion. Donc il y a des aides de l'État, de l'Europe aussi. L'Europe aide à ça, mais ce n'est pas toujours suffisant. Et pour aller dans le sens de faciliter la conversion dont parlait Franck tout à l'heure, nous, on a mis en place des aides supplémentaires, c'est-à-dire qu'on complémente ce que fait la force publique là-dessus, pour encourager des producteurs à rejoindre des groupements de producteurs, que ce soit laitier, que ce soit céréalier, etc., de manière à pouvoir avoir les volumes et les surfaces dont on a besoin pour dans 3, 4, 5 ans. Mais ce côté anticipation de la planification et anticipation du besoin et l'esprit de coopération dans lequel on le fait en toute transparence est fondamental là-dedans. C'est-à-dire que de dire aujourd'hui à la Corab, on va avoir besoin de tant de tonnes de soja demain, de tant de tonnes de lentilles, de tant de tonnes de pois cassés, d'avoine nue pour faire des flocons, etc., ça leur permet d'aller voir des producteurs autour d'eux pour dire, bah voilà, nous on va avoir besoin de surface supplémentaire, vous venez nous rejoindre. Ça vous intéresse le bio? Je sais que ça vous intéresse. Vous êtes déjà venu à des visites de ferme, vous êtes déjà venu à des portes ouvertes. On voit bien que vous n'êtes pas loin. Alors maintenant, vous faites le pas, vous faites pas, parce que là, on a besoin de 50 hectares de plus, etc. Et il faut arriver à faire en sorte que ces producteurs-là viennent vers nous, ni par opportunisme, ni pour du court terme. Il faut qu'ils viennent vraiment avec ces groupements-là sur le long terme. Parce que la pierre et la brique qu'ils vont amener dans le groupement, donc en volume de production pour nous, elle est indispensable durablement. J'insiste sur le côté de l'état d'esprit. Franck parlait tout à l'heure de la psychologie de la personne et des paysans qui sont là-dedans et des acteurs dans la bio. Mais c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire que si les gens ne sont pas engagés personnellement dans la démarche de durabilité, le système ne tient pas. Et ça, c'est fondamental. Et c'est ce qui fait la force de la construction de ce qu'on fait aujourd'hui au niveau de Biocop. Et pourquoi ça a duré depuis 30 ans? Parce qu'on a, brique après brique, fait la preuve que c'est un système qui fonctionne, qui est rentable, qui est économiquement intéressant pour tous les acteurs de la filière et qui fait qu'aujourd'hui, sans l'avoir cherché, on est une entreprise qui fait près de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je vous propose maintenant de partir en Vendée. Nous allons visiter un abattoir de volailles qui travaille justement en bio avec Biocop. Je m'appelle Éric Viau, je suis le directeur général de l'entreprise Frélon depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Petit abattoir historique, né en 1930, avec 3 générations qui se sont succédées. Nous regroupons tous les maillons, donc avec les producteurs, l'usine d'aliments qui est à moins de 40 km de chez nous, l'abattoir que nous sommes, et donc clairement le dernier maillon vers l'aval, c'est Biocop pour une grosse partie, et donc effectivement ça s'inscrit dans ce souhait d'avoir une vraie filière avec des maillons qui collaborent les uns avec les autres dans un objectif très clair qui est de répondre à la demande du consommateur et dans un esprit d'équité, de communication, puisque nous
souhaitons effectivement réaliser les produits qui sont demandés par notre client Biocop, mais qui sont également demandés par les consommateurs, ce qui veut dire un vrai cahier des charges techniques, une vraie qualité produit, un vrai contenu éthique avec des origines de matières premières sur lesquelles nous nous engageons, avec une vraie traçabilité, avec un aspect local le plus possible de ces matières premières pour effectivement faire en sorte que nos produits, au-delà du produit et de leur qualité, aient également un vrai contenu éthique qui, je crois, correspond à ce qu'est et ce que demande Biocop. Le prix des volailles est largement impacté par le prix de l'aliment. Donc ça, c'est un élément que nous négocions aussi au sein du groupe. Comme je le dis souvent, l'important c'est que nous ayons tous à cœur et pour objectif de développer la valeur ajoutée globale, puisque plus on travaille bien, plus on répond à l'attente, aux exigences des consommateurs et quelque part, plus on crée de la valeur et plus c'est facile de la partager entre les différents maillons. Très clairement, quand on est dans une filière et qu'on veut que cette filière perdure, ce qui est notre cas, il faut que chacun s'y retrouve et que donc il y ait un juste partage de la valeur ajoutée. Si un maillon, s'il y avait un déséquilibre entre ces différents maillons, quelque part, c'est toute la construction de la filière qui est remise en cause. Et bien évidemment, ce n'est pas notre souhait. Nous travaillons avec Biocop depuis longtemps et souhaitons que ça dure encore longtemps. Le bio au centre de notre conversation cet après-midi en direct du Salon de l'Agriculture, Porte de Versailles à Paris, sur Campagne TV. Franck Bardet, vous êtes responsable de la filière animale chez Biocop. Ça veut dire quoi, la notion de traçabilité ? Traçabilité, c'est quelque chose pour un animateur. Traçabilité, vous avez un produit, dessus vous avez des indications, des numéros de lot, des choses qui vous permettent de savoir par où ce produit est passé. Si ce produit a subi 2-3 transformations, c'est-à-dire qu'il est passé par 2-3 étapes successives, à chaque fois, vous avez des numéros, vous avez des codes qui sont connus de tous les services, que ce soit les services sanitaires, services administratifs, qui vont vous permettre comme ça de remonter toute la filière jusqu'à l'origine de la matière première. Donc c'est quelque chose qui est en place depuis les années 90. Ça n'a pas été inventé par la bio. Toute l'industrie agroalimentaire aujourd'hui travaille de cette façon-là. C'est très efficace. J'insiste là-dessus, c'est très efficace. Tout ce qu'on nous explique, tout ce que l'on peut voir comme scandale et compagnie, tout ça, est basé non pas sur un problème de traçabilité, est un problème de fraude. C'est-à-dire que le système est très bien en place, mais à un moment donné, c'est-à-dire que il y a des gens qui respectent de pas la cheval, règle. etc. Exactement. Dans les lasagnes. Exactement. C'était quoi? C'était pas que c'était pas traçable, c'était de la fraude. Exactement. C'est-à-dire que partout, dans toutes les étapes, vous avez ces numéros et tout ça. Il se trouve qu'à un moment donné, il y a quelqu'un, qui a changé les étiquettes, qui a changé les numéros, et hop, le produit continue. Ouais. Et ça, c'est pas du domaine de la traçabilité, c'est pas du domaine parce que les choses sont pas en place. Non, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui fraude, tout simplement. Aujourd'hui, en France, tous les produits sont soumis à ces règles de traçabilité. Tout le monde en fait. Si à un moment donné, on trouve quelque chose qui ne va pas, eh bien, c'est parce qu'il y a fraude. C'est pour ça que l'on insiste beaucoup, nous, là-dessus, sur Biocop, c'est que la traçabilité, c'est quelque chose de très important. Mais qu'est-ce qui est encore plus important? C'est de connaître l'origine. C'est différent de la traçabilité. Vous pouvez vous assurer d'une très bonne traçabilité, mais si vous n'avez pas la connaissance de l'origine, ça, c'est une notion qui est différente. L'origine, c'est quoi? C'est l'origine géographique, bien sûr. Ouais. D'où vient la matière première qui est à l'intérieur de ça. C'est aussi l'origine sociale. Qui est à la tête de ce produit-là? Qui est le producteur qui l'a produit? Qui est le premier transformateur qui l'a fait? Qui est le deuxième? Qui est le troisième? Comment ces gens-là travaillent les uns avec les autres? Est-ce qu'ils ont des contrats? Est-ce qu'ils ont des engagements réciproques? Est-ce qu'ils se connaissent? Quand vous avez aujourd'hui, on est dans la mondialisation, vous avez des tonnes et des tonnes de marchandises tous les jours qui passent de main en main simplement parce qu'il y a un coup de fil, une vente qui se fait comme ça sur Internet ou n'importe. Et les gens ne se connaissent pas. Nous, notre rôle, c'est de savoir
notre rôle à Serge et moi, par exemple, en tant que responsable filière, c'est qui la personne qui a produit ce lait-là? C'est qui la personne qui a produit cet animal-là qu'on en a mis là-dedans? Ouais. Ça, c'est de la recherche de l'origine. C'est vraiment notre métier et c'est presque notre fonds de commerce. Claude, vous vouliez rajouter quelque chose? Insister sur quelque chose, c'est le fait que c'est la relation humaine qui est importante. C'est-à-dire que sans esprit de coopération et sans relation humaine de proximité, c'est-à-dire se connaître, ouais, toute traçabilité peut être faillible et la fraude peut s'introduire. Si les gens se connaissent et qu'ils se font confiance, bien sûr, c'est juste pas possible de tromper son copain de 20 ans pour commencer à bricoler, à faire quelque chose. Parce que vous comprenez tout le problème. Mais la traçabilité, c'est un numéro, mais c'est surtout des gens derrière, avec quelque chose qui est visible. Donc nous, on ne s'en sert pas pour dire qu'il y a une bonne traçabilité, parce que tout le monde l'a, mais c'est pour dire que ça vient de personnes qui ont le même projet et qu'on indique clairement sur l'étiquette, et qui partagent le développement de l'agriculture biologique dans une relation durable. Alors justement, ça m'amène à une phrase que vous allez tous développer pour moi, oui, et les téléspectateurs de Campagne TV, ensemble, solidaire du producteur au consommateur. Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire qu'on est ensemble depuis des années et qu'on espère l'être encore pendant des années. Solidaire, ça veut dire que chaque maillon doit garder sa part de valeur ajoutée. Et donc, pour nous, il est important que les gens avec qui on travaille aujourd'hui soient encore là demain. Et en acte, ça se traduit comment, Franck? Solidaire, c'est aussi le fait qu'il n'y en a pas un qui est à un bout et l'autre qui est à un bout. En permanence, c'est un cycle. Le consommateur a besoin du producteur, le producteur a besoin du consommateur. Toutes les personnes qui y a à l'intérieur en ont besoin aussi. Solidaire, notamment, comme l'expliquait Claude tout à l'heure, sur la valeur. Il y a une valeur de production, il y a une valeur de transformation, il y a des savoir-faire, il y a des gens qui ont un métier dans les mains, qui l'expriment, qui doivent être payés pour cela. Au bout, il faut que l'on mette le consommateur dans les meilleures dispositions. Oui, mais est-ce que ça veut dire que les années où ça va moins bien, vous allez jusqu'à aider? Et bien sûr, les années où ça va moins bien, il faut qu'on est effectivement solidaires tous ensemble pour dire, mais si on laisse simplement un opérateur sur le côté, qu'il soit le consommateur, qu'il soit le producteur, qu'il soit le transformateur, on ne va pas le retrouver demain. Et notre cycle est brisé. Il va falloir le reconstruire ailleurs avec d'autres. On n'est pas des opportunistes, comme l'a dit Claude, on n'est pas là depuis avant-hier, déjà un petit peu plus longtemps, et on souhaite être là encore pendant longtemps. Ça veut dire que ça s'entretient. En permanence, il faut que tous nous soyons conscients des problèmes des uns et des autres pour pouvoir travailler ensemble, travailler à continuer ce cycle. Et c'est comme ça qu'on a démarré depuis avant les années 2000 cette chaîne, en fait, une chaîne de logique, une chaîne cohérente qui aujourd'hui aboutit à un concept de commerce équitable Nord-Nord. Mais le début, on n'a pas cherché à faire du commerce équitable Nord-Nord. Au début, on a cherché simplement à faire en sorte que les opérateurs aient une cohérence et une logique économique et technique ensemble pour aboutir à un produit. Si vous nous rejoignez sur Campagne TV, le commerce équitable Nord-Nord, c'est le commerce en fait à l'intérieur d'un pays. Vous voulez rajouter quelque chose, Édouard? Moi, je voudrais dire que c'est vraiment d'actualité parce que c'est de l'intelligence écologique et économique. Et le fait de décloisonner par le dialogue et par la relation que nous disait Claude, les interactions entre la strate de la production, de la distribution, de la transformation et de la distribution qui sont très étanches dans les filières classiques, et bien là, vous créez de l'intelligence. Là, vous allez renforcer une PME à un moment donné qui a besoin de saturer son outil pour pouvoir être à des coûts intéressants. Vous allez mieux réfléchir la gestion des flux sur les territoires entre du champ à la première transformation jusqu'à la plateforme de distribution. Donc c'est une espèce de... Le fait de se connaître, le fait d'avoir une relation, le fait d'avoir aussi des intentions fortes et des convictions de projet qui se traduisent par des compétences, parce que Biocop recrute des compétences, recrute des gens qui sont très compétents en logistique et qui le mettent au service du projet, recrute des gens qui savent ce que c'est que le métier de la production, recrute des gens qui savent ce que c'est le métier de la production. Et donc, c'est ce mélange-là qui crée l'économie de demain. Franck, et d'aujourd'hui d'ailleurs. Juste rajouter une petite chose. Dans la solidarité, il y a au fil des années, au fil de la performance de l'industrie agroalimentaire, on a laissé de côté, on le vit aujourd'hui, tout un tas de savoir-faire. Tout un tas de choses qui sont dans la campagne. Il y a quelqu'un, j'ai entendu récemment, qui disait à chaque fois qu'il y a un vieillard qui meurt, c'est un livre qui brûle. On perd énormément de choses. Simplement pour dire, moi j'ai réussi
à récupérer, à retrouver dans la nature quelque chose qui s'appelle le pélardon, qui est produit au lait cru dans une petite coopérative, un fromage de chèvre dans les Cévennes, qui est une AOC. Cette coopérative, qui est la dernière à produire ça, était en train de tomber grâce au fait qu'on travaille avec elle. Elle continue. La même chose pour l'osso irati, le superbe osso irati au lait cru dans le Pays Basque, fromage de brebis, qui perd toute sa noblesse parce que, eh bien, on va le produire un peu plus en plaine, ça va être un peu plus facile avec des brebis lacones et tout ça. Et nous avons avec nous comme partenaires des bergers qui sont dans la montagne, qui travaillent avec des races anciennes, qui travaillent très 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 durement. Si on n'avait pas eu la chance d'avoir accès à ce produit et de pouvoir le mettre dans les rayons pour expliquer aux gens, aux consommateurs de l'autre côté, mais oui, ça tombe parce que ces gens-là sont dans des situations très très compliquées. Ils sont planqués là-bas, personne ne les voit, personne ne les connaît, ils sont en train de mourir tout seuls. Il nous reste 2 minutes d'émission, je voudrais, je ne sais pas si on aura le temps de tous dire, mais il y a quand même quelque chose sur lequel je voudrais qu'on parle. Serge, vous pouvez peut-être m'en dire 2 mots, puis après je suppose que Claude va m'en dire un peu plus. Bio, je peux. C'est une opération qui vise quoi? À mettre le bio à la portée de toutes les bourses? Oui, c'est un appel aux consommateurs en disant le bio c'est possible pour tout le monde. Et dans nos magasins, il y a les produits qui peuvent faire la porte d'entrée pour une consommation bio. Un petit peu au début, puis après tout le panier, et pour aider notre entourage économique, les producteurs de nos régions, du local d'abord, puis des filières régionales, et quand c'est plus loin, de manière équitable et responsable, eh ben, bio je peux. Est-ce que vous pensez, dans un joli monde, qu'un jour, les magasins comme Biocop peuvent remplacer les grandes surfaces ou les choses comme ça? Est-ce que c'est possible? Un monde 100% bio, ça l'a été possible. Donc pourquoi ça ne le redeviendrait pas avec un monde dans une économie intelligente où la relation entre les acteurs de proximité visibles, connus et reconnus. Qu'est-ce qu'il y a de plus satisfaisant pour un consommateur aujourd'hui que d'aller acheter son pain, son fromage, son lait, ses pommes et ses choux à un paysan qui connaît, qui voit, mais qui ne vient pas de l'autre bout du monde dans un système économique complètement mystifié. Qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant que d'avoir cette relation en direct? Le seul enjeu qu'on vise à travers le modèle qu'on propose à la société civile aujourd'hui, c'est celui-là. C'est de redonner ses lettres de noblesse à chacun de ces acteurs dans la filière. Donc la bio je peux, c'est quoi? C'est de mettre une brique supplémentaire dans le paysage pour rendre la bio accessible. Vous aviez dit au début, la bio c'est plus cher. Oui, c'est plus cher. On a vu pourquoi, ce que ça avait comme valeur, etc. Là, on a essayé de trouver avec des produits de saison, avec des produits en vrac, etc., des solutions pour qu'elles soient économiquement plus accessibles, des produits qui soient un peu moins chers, sans en dégrader la valeur. Et on a créé un panier de cette sorte-là, qu'on a appelé la Bio Je Peux, qui fait que ça donne la visibilité à long terme pour les producteurs, mais ça donne aussi à court terme la possibilité d'un achat pour le consommateur. Messieurs, merci. J'ai passé un super moment avec vous. Édouard Rousseau, responsable de la Cora, vous êtes producteur. Franck Bardet, vous êtes responsable de la filière animale chez Biocop. Serge Delors, vous êtes responsable végétal chez Biocop. Et Claude Gruffat, vous êtes le président de Biocop. Merci messieurs, merci 1000 fois. Merci beaucoup. Et vive le bio. Ciao, on se retrouve demain sur Campagne TV, 14h. Salut.